pour cette 6e séance. Juste pour vous tenir informé, durant cette semaine, j'ai été agréablement surpris par le nombre de personnes qui ont pris attache, soit via mail, soit via WhatsApp, soit via Messenger, pour me poser un certain nombre de questions, souhaitant avant tout et surtout qu'il y ait une espèce d'interactivité que je préconise tout particulièrement pour pouvoir donner le maximum d'informations concernant le module que j'anime et pour lequel je souhaite, certes, donner quelques fondamentaux académiques, mais aussi et surtout vous faire part de ma petite expérience dans ce processus qu'est la stratégie de communication. Et donc, à partir de là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un certain nombre de questions m'ont été posées et pour vous faire profiter, j'ai, avec votre aimable permission, bien sûr, restitué les 7 ou 8 questions qui m'ont été posées durant cette semaine par les personnes qui suivent de façon fidèle toutes ces sessions dispensées par un nombre impressionnant de consultants, d'experts, de professeurs, de chercheurs, de médecins, pour partager avec vous le processus de réflexion en fonction de leur domaine de compétences. Stratégie de communication. Un module qui légitimement peut être dispensé non seulement aux étudiants, certes, mais aussi que j'ai le plaisir d'animer auprès de diverses entreprises, des managers, des middle management, pour pouvoir les accompagner dans la façon de faire et dans le processus de réalisation sous les axes de comment élaborer, comment concevoir et comment réaliser une stratégie de communication corporate. Et je reviens à l'intervention de M. Alex Imuga, qui m'a dit « Est-ce que c'est de la communication politique ou commerciale ?» Je lui dis tout simplement que mon intervention va axer véritablement sur tout ce qui est communication corporate, c'est-à-dire la communication en entreprise. Ceci étant, ce partage utile que nous faisons nous permettra, comme l'a fait Sikamel avant moi, pour nous expliquer un petit peu comment aller de la start-up à la multinationale, je m'en vais donc soumettre à votre appréciation les diverses questions qui m'ont semblé les plus pertinentes, les plus importantes et qui vont être à l'origine d'un résumé, encore une fois, me diriez-vous, mais c'est toujours très intéressant, surtout quand on prend le process en marche
il est très important de remettre le sujet dans son cadre général. La première question qui m'a été posée par une internaute, vous me permettrez de ne pas citer à chaque fois les noms, par respect et par éthique à la personne en question, c'est celle de savoir en quoi le schéma d'articulation des décisions marketing et communication peut nous permettre d'établir une stratégie de communication. En d'autres termes, et si nous nous apprêtons à réfléchir en termes de schéma d'articulation, il est clair que toute structure, quelle qu'elle soit, si elle décide de mettre en place une stratégie de communication, il est important de travailler sur 3 axes de réflexion. Cette stratégie de communication va permettre d'analyser une situation pour pouvoir établir un diagnostic. Une fois que le diagnostic a été fait, nous allons nous apprêter, dans un deuxième temps, à adopter une stratégie, ou ce qu'on appelle un parti pris, qui, lui, va nous amener à mener un plan d'action à court, moyen et long terme, en prenant en considération la cible et le cœur de cible, le positionnement, et également en fonction du budget imparti. C'est la raison pour laquelle ce schéma d'articulation doit être véritablement important, parce qu'il nous permet de voir plus clair par rapport à un processus d'analyse, de stratégie et de plan d'action. Et dans ce plan d'action, il nous revient de voir quelles sont les décisions, les actions à mener, les moyens que nous allons mettre, mais aussi quel calendrier de travail nous allons préconiser. Ça, c'était la première question. La deuxième question d'une internaute qui m'interpellait en me disant « Pouvez-vous revenir sur les 3 niveaux d'objectifs de toute stratégie de communication ?» Les 3 niveaux d'objectifs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vont s'appuyer sur d'abord un niveau cognitif où nous sommes amenés donc automatiquement à informer, à connaître. Il y a également un élément important qui est celui de donner une image, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément un niveau affectif. Ce niveau cognitif et affectif nous permet donc d'atteindre ce qu'on appelle le niveau conatif, en ce sens que l'objectif de toute stratégie de communication est de faire réagir, de faire changer un comportement ou une habitude donnée. Troisième question est celle de savoir, dans cette réflexion globale, comment devrait procéder un chargé de projet en stratégie de communication à un moment donné pour implémenter une stratégie de communication marketing. Comme je l'ai précédemment cité, nous allons donc avoir
une approche que je dirais à double consonance, mais avec le même objectif, cognitif, conatif et cognitif, et nous allons procéder par la mise en place d'un certain nombre d'outils de travail pour pouvoir atteindre la cible que nous visons. Nous allons avoir un niveau qu'on appelle la stratégie de communication d'entreprise, et puis un autre niveau qu'on appelle la stratégie de communication commerciale. Dans cette approche, il est très important de relever qu'il y a ce qu'on peut appeler la communication institutionnelle, que d'autres intervenants ont abordé. Il y a également la communication interne, très importante. Il y a également le mécénat, la communication relations publiques et la communication financière. Tous ces outils ou types de communication vont permettre aux responsables de com ou le chargé de projet d'avoir une espèce de visibilité et lisibilité pour pouvoir agir, réagir et interagir. Par rapport, bien sûr, aux produits qu'ils souhaitent positionner. Cette réflexion ne sera pas complète si nous ne réfléchissons pas également sur ce qu'on appelle la stratégie de communication commerciale pure et dure, à savoir comment faire en sorte que nous puissions mettre en place une véritable campagne publicitaire. Comment allons-nous procéder si jamais nous sommes appelés à demander ou à faire du sponsoring? Comment allons-nous faire pour tout ce qui est communication promotionnelle, sans oublier bien sûr la communication événementielle pour laquelle nous avons donné quelques pistes de réflexion, et bien sûr, l'outil qui se développe énormément depuis maintenant une belle petite décennie, à savoir la communication web. Donc, c'est là où nous avons presque la certitude de mettre en place une véritable stratégie de communication complète. Et donc, c'était la réponse à la troisième question. Ce processus de réflexion, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai essayé de classer ces questions en fonction de leur pertinence, de leur importance, mais également selon une logique spécifique. Une autre personne m'a demandé quelles sont les phases les plus importantes de la démarche marketing-communication. J'en citerai 5 phases fondamentales qui nous permettent d'inscrire toute la politique que nous avons l'intention de mettre en place dans une dynamique positive. D'abord, nous l'avons dit, nous ne cesserons de le répéter, il y a ce qu'on appelle la connaissance du marché. Et oui, il nous revient, il nous appartient par diverses manières, divers procédés, de faire une collecte d'informations pour savoir où on va et qu'est-ce qu'on doit faire.
Une fois que nous avons collecté ces informations, la deuxième phase est celle de comprendre le marché, c'est-à-dire la compréhension du marché. Et durant cette phase de la compréhension du marché, nous allons analyser les informations collectées. J'ai collecté, j'ai analysé. Il me revient dans une troisième phase de faire des propositions marketing, communication, soit à court terme sous forme d'action commerciale, soit à moyen terme sous forme d'une stratégie élaborée. Les propositions étant mises en place, nous allons arriver à la quatrième phase qui est celle de l'intégration des propositions. C'est-à-dire que nous allons voir comment nous allons prendre des décisions spécifiques qui vont nous mener droit vers la cinquième phase qui va être déclinée et traduite par des actions de communication, des actions marketing ou des actions commerciales. Et c'est là où je vais mettre en exergue la publicité, la promotion des ventes, le merchandising, le marketing direct, le mécénat, l'événementiel, chose que nous avons dit précédemment. Une autre internaute m'a posé la question suivante. Qu'est-ce que vous entendez par stratégie média et hors média? Vous devez le savoir, honorable assistance, que pour influencer les attitudes et le comportement des différents publics, il est indispensable et important d'avoir une vision globale. Pourquoi? Pour assurer la cohérence et l'efficacité maximale de toutes les actions et les moyens que nous allons mettre en place. Et là, tous ces moyens, toutes ces actions, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sont nombreux, variés, et ils peuvent être contrôlables et incontrôlables. Je remercie Adil Atta, Madame Marim Berdaï, Khalil, Souad Rafiq, Hassan Ahmed, qui nous rejoignent, collègues, amis, personnes de la profession dans la communication. Et donc, je vous disais que ces moyens que nous allons utiliser, il y a eu une espèce de classification traditionnelle qui parlera de publicité média et de communication hors média. Et justement, c'est les conditions d'une bonne communication qui vont nous permettre de maîtriser le sujet pour ne pas en dire plus que ce qu'il faut. Il y a le processus de continuité et de durée. Média, appelé aussi communément above the line, comprend la presse, la télé, l'affichage, la radio, le cinéma et l'Internet. Et là, le chargé de projet, le responsable de communication, va utiliser un, deux ou tous les outils en fonction de la cible, en fonction du message, en fonction d'un certain nombre d'éléments qui lui permettent, et du budget bien sûr, comment faire une ventilation optimale pour pouvoir atteindre le maximum de personnes. Aux médias, et toujours en ayant cette espèce de réflexion et cette espèce de classification traditionnelle, d'accord, on parlera de hors média.
d'accord? Et dans le hors média, on parlera de below the line. Et là, vous trouverez marketing direct, sponsoring, salon, foire, gadget, mécénat, et j'en passe des meilleurs. Voilà ma réponse par rapport à cette question. Et là, petit à petit, les internautes ont posé des questions avec un focus sur l'événementiel. Parce que c'est un des outils que j'ai abordé et donc, automatiquement, la question a été: qu'apporte réellement l'événementiel et en quoi est-il un enjeu de management? Et j'ai trouvé cette question très, très intéressante parce que c'est vrai que l'événementiel, des années durant, et je me rappelle, dans les années 90, quand j'ai eu le plaisir d'avoir la mission pour un grand parfumeur de la place d'organiser un événement, son objectif était avant tout d'aller dans le festive. Et donc, ce client, que je remercie pour sa confiance, qui nous a d'ailleurs quittés il y a quelques jours, toutes mes condoléances à cette famille, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui a créé une grande marque au Maroc, mais également à l'export, et qui a décidé d'organiser un événement pour son personnel. Et pour lui, automatiquement, 3 conditions: un super plateau artistique, un grand hôtel et une restauration exceptionnelle. C'était les conditions. Et donc, vous voyez que le caractère festif qui était prédominant dans les années 80-90 a laissé place, justement, à un événementiel beaucoup plus approprié, un événementiel qui est intégré dans une stratégie de communication globale et qui va permettre d'avoir une approche scientifique. Et donc, dans cette approche scientifique, eh ben, le client, qui quelques années après, donc pendant le fameux événement, bien sûr, le plateau artistique était exceptionnel avec une grande artiste arabe, une grande artiste marocaine, un orchestre tout à fait exceptionnel dans une grande unité hôtelière de Casablanca. Et donc, pour lui, c'était avant tout faire la fête, récompenser son personnel de cette façon. D'accord? Avec l'avènement d'une réflexion plus appropriée, avec l'avènement de l'outil digital, les choses ont changé pour laisser place à une réflexion beaucoup plus scientifique et beaucoup plus importante. Et donc, inévitablement, aujourd'hui, il n'y a pas une action de communication événementielle qui ne se pose pas 3 ou 4 questions fondamentales. Quel objectif fixer? Quel public viser? Quel message transmettre? Et quels moyens utiliser? Donc, autour de ces 4 questions, l'événementiel devient tout simplement un véritable enjeu de management. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il me reste encore 3 questions pour lesquelles j'étais interpellé et pour lesquelles je souhaite vous en faire part, parce que probablement, certainement, vous vous posez un petit peu la question, d'accord, en cette matinée du premier Ramadan, d'accord,
toujours très difficile de commencer, mais avec de la foi, de la bonne volonté et de la force intérieure, je pense que nous allons, Inch'Allah, passer un Ramadan tout à fait exceptionnel. Il est exceptionnel dans le fond par rapport à sa portée, mais exceptionnel dans la forme parce que nous allons être confinés. D'accord? C'est une expérience à vivre. Je vous en dirai un peu plus peut-être à la fin. D'accord? Ramadan. Alors, la question qui m'a été posée, quels sont les facteurs clés de succès d'un événement? J'ai envie d'organiser un événement pour que je puisse cautionner son succès. Qu'est-ce qu'il serait le plus sensé à faire pour éviter les erreurs de casting? L'erreur de casting est dans les prévisions. Parce que la spécificité d'un événement, c'est le live. Et dans le live, justement, on peut commettre des erreurs. C'est notre capacité à réagir au quart de tour qui fera de vous un expert de la com événementielle. Mais pour revenir au premier facteur clé de succès de la réussite d'un événement, c'est de prime abord ce qu'on peut appeler un apport stratégique. On appelle apport stratégique intégré dans une communication globale qui permet inévitablement de l'inscrire comme support, comme outil fondamental pour arriver à un élément. Quel plaisir de voir Ali Jouahri parmi nous, également Madame Doha Tahti et Madame Merim Berdaï. Je vais répondre à votre question. Est-ce que c'est de l'incentive ou de l'événementiel dans un petit moment, juste après avoir répondu à cette question qui est facteur clé. Donc, apport stratégique, également une approche créative. Si vous souhaitez inévitablement inscrire votre événement en tant qu'événement différenciateur, créatif dans l'aménagement, créatif dans le show, créatif dans la scénographie, créatif dans le contenu et créatif dans le contenant. L'événementiel a également cette particularité que, en tant qu'agence de communication événementielle, il faut qu'on puisse accompagner en permanence notre client dans la réflexion, dans la mise en relation, etc., etc., etc. Ce chargé de projet de communication volet événementiel doit absolument être un maestro, être un chef d'orchestre, ou en d'autres termes, avoir un savoir-faire d'ensemblier. Et enfin, la maîtrise du temps est importante. Alors pour revenir bien sûr à la question de Madame Merim Berdaï, que je remercie de sa fidélité, et je dis bien sûr à Madame Nizha Aït El-Hajj que tous ces lives sont enregistrés et le travail effectué par Salahdin Nabira, Badr Boulek et Salim est tout à fait exceptionnel parce qu'il y a donc sur YouTube tous nos lives, et dans le cas où il suffit de m'écrire sur Artegis Maroc chiffre 2 @gmail.com pour que je puisse éventuellement vous envoyer tous ces lives avec le plus grand plaisir. Alors, Merim Berdaï me pose la question, est-ce que c'est de l'incentive ou de l'événementiel? Une question qui me donne la réflexion suivante. Ça veut dire que Madame Berdaï est déjà au fait des choses, et nous avons parlé, quand on a parlé des formats événementiels, de l'incentive. L'incentive est un format événementiel qui rentre dans un secteur qu'on appelle le MICE, M-I-C-E, Meeting,
incentive, congress et event ou exhibition. C'est la raison pour laquelle il y a un lien fondamental de cause à effet entre l'événementiel et le tourisme. Et c'est ce lien qui permet, d'accord, de créer ce processus. Généralement, l'incentive rentre un petit peu dans la com interne et dans le marketing RH. D'accord? Ou, quand on parle incentive, on parlera d'actions de stimulation, d'accord, qui vont permettre de stimuler une équipe, une force de vente, des collaborateurs, etc., à mieux comprendre la stratégie, à mieux comprendre la charte d'éthique, à mieux comprendre l'entreprise pour pouvoir un petit peu. Donc, pour cela, il s'agit de mettre en place une véritable stratégie de communication interne, certes, mais également, d'accord, sur un processus. D'accord? Donc, juste pour répéter, MICE, M-I-C-E, comme le précise Soufiane Hachi. D'accord? Pour mademoiselle Doha Tahti, le MICE est un format, d'accord? Un format approprié qui regroupe tout ce qui est événement versé vers l'utilisation un petit peu du secteur touristique, mais également de ce qu'on appelle hospitalité. D'accord? Bienvenue Sereda Sadla parmi nous. D'accord? Donc, ce processus de réflexion du MICE, intégré dans une stratégie de communication, va utiliser justement les objectifs, les messages, les moyens qui seront mis en place, mais un incentive généralement, aujourd'hui, l'incentive a un petit peu, pas perdu de son ADN, mais c'est un petit peu converti par rapport à des réflexions nouvelles. Et aujourd'hui, on vous parlera beaucoup plus de team building ou de convention. D'accord? Donc, ces éléments-là, d'accord, sont des éléments qui nous permettent, automatiquement, de voir travailler ensemble le directeur marketing, le directeur de communication, peut-être le directeur de qualité, peut-être le directeur des ressources humaines, dans une réflexion globale pour aller dans le fait de se dire, je dois encourager, je dois motiver ma cible. Ma cible ici est une cible interne, c'est-à-dire le personnel, les collaborateurs, chose que nous faisons par ailleurs sur la communication externe qui est un petit peu. C'est les mêmes procédés ou presque. Maintenant, à nous de savoir comment faire pour essayer, si vous voulez, de convaincre et surtout de répondre aux attentes et aux besoins d'une clientèle, d'une cible définie. Une autre question, j'espère avoir répondu un petit peu aux questions et je préfère à la limite, au lieu d'aller de temps en temps, je le ferai bien sûr dans des cours académiques, plus vous me poserez des questions en live ou à titre personnel, plus je me ferai un plaisir que d'y répondre et de permettre, bien sûr, une réflexion beaucoup plus stratégique, mais en même temps un peu académique. D'accord? Alors, une question qui a trait aux relations presse et qui me dit quel mode de fonctionnement serait le plus utile pour avoir le maximum de journalistes impliqués. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables internautes, il y a là une réflexion de base. Nous avons décidé d'organiser cette conférence de presse. Pour une raison ou pour une autre, dans le cadre, bien sûr, de toute cette stratégie de communication, c'est un outil hors média qui utilise des outils médias pour atteindre son objectif. Et justement, les relations presse sont par moments partie intégrante des relations publiques
et nous allons ensemble convaincre par une méthode ou par une autre les étudiants, pardon, les journalistes, d'accord, à venir assister à notre conférence de presse. Cette conférence de presse qui peut prendre un format de conférence de presse, c'est-à-dire un parterre de journalistes et des intervenants. Nous pouvons également gérer cela par des relations presse, par des contacts appropriés par rapport à une presse spécialisée, spécifique, et en leur donnant, un communiqué, un dossier de presse ou autre. Et il nous revient, si nous souhaitons avoir le maximum de journalistes présents, le maximum de journalistes impliqués pour la cause, c'est-à-dire que nous allons essayer de les convaincre. Un élément très très important, c'est ce que j'ai appelé la base de données. Et c'est là où votre réseau s'avère être important. Ne pensez pas, à mon humble avis, qu'en n'ayant pas ce réseau, vous allez pouvoir convaincre les gens, ces journalistes à venir. Bien sûr, il faut donner, deuxième élément, pour que les journalistes soient impliqués, il faut, au-delà du réseau, la crédibilité et également la notoriété, crédibilité de la personne, de l'agence et sa notoriété. La thématique que vous allez aborder, en quoi va-t-elle intéresser le journaliste? Est-ce que c'est une problématique commerciale, sociale ou autre? Aujourd'hui, très très important, la thématique va définir également la mobilisation des journalistes. Le lieu dans lequel vous allez faire votre conférence de presse va s'avérer important. Les documents que vous allez remettre, les scoops que vous allez donc donner à certains journalistes. Pardon. Donc tout cela va inévitablement permettre, d'accord, à faire de votre conférence de presse une conférence de presse réussie. Documents, networking, crédibilité, tout cela va vous permettre d'avoir également des passages sur des plateaux de radio ou de télé. Tout cela va vous permettre également d'avoir une couverture médiatique. Je fais une petite parenthèse. Doha Tahaddi m'avait posé la question de ce que c'est un pressbook. D'accord? Alors Doha, un pressbook est tout simplement un document qui nous permet, après la conférence de presse, de réunir toutes les couvertures et de remettre à notre client, bien sûr, l'ensemble des articles qui sont sur les journaux en faisant une analyse quali et quanti, parce qu'il y a un investissement que fait le client et à nous, en tant que responsable, en tant qu'agence, en tant que freelance, de démontrer par A plus B qu'on a eu le maximum de journalistes, des journalistes de renom connus et reconnus, mais aussi des articles de fond et de forme. Nous pouvons également procéder par des interviews, par des éléments en live par rapport aux responsables qui ne peuvent pas peut-être se déplacer. On peut faire énormément de choses avec les journalistes que je remercie et qui ont toujours répondu présent quand il y a de la crédibilité, il y a de la notoriété et il y a de l'engagement effectif. Dernière question, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est celle qui m'a été posée sur sponsoring, mécénat, de quoi s'agit-il et surtout le régime juridique. Je ne vais pas encore ressasser ce que j'ai dit la dernière fois. J'ai placé le sponsoring et le mécénat
en tant que parrainage, un parrainage avec une fonction parrainage, et un mécène et un sponsor. Généralement, mécénat ou sponsoring, ce sont des opérations de soutien. Et du parrainage, nous avons, grâce à ma référence du communicateur, je suis parti dans le sens de 2 déclinaisons, sachant que le sponsoring est avant tout de motivation commerciale et le mécénat est d'inspiration sociale. Et la semaine dernière, je vous avais projeté, non, je n'ai pas l'habitude de projeter, je vous avais parlé des 4 éléments fondamentaux que sont le message, la cible, l'objectif et les retombées pour toute action. Si pour le sponsoring, le message est marketing, pour le mécénat, il est institutionnel, d'accord, ok, waha, et donc le processus, tout à fait Madame Berdaï, c'est le sujet de la semaine dernière, j'essaie juste de répondre aux questions des internautes pour rester toujours en interactivité, on n'est pas là pour faire de l'ego personnel, on est là surtout pour partager, pour échanger, parce que on peut inévitablement aller dans ce sens. Donc, le côté juridique, j'en parlerai, Madame Berdaï, d'accord. Donc, c'est un processus du message marketing pour le sponsoring institutionnel pour le mécénat. La cible que je vise dans le sponsoring est le consommateur en général, c'est la communauté pour le mécénat. Mon objectif, c'est la rentabilité pure à court et moyen terme, en retombée, et pour le mécénat, mon objectif est un objectif de notoriété. D'accord? Et c'est là où je vais conclure mon intervention avant de vous donner un petit peu les différentes actions qui seront inscrites pendant le mois de Ramadan, d'accord, concernant le régime juridique. Alors, le régime juridique, le parrainage, est régi par le DOC, par ce qu'on appelle le Dahir, des obligations et des contrats, et également le Dahir 58 qui réglemente le droit des associations. Généralement, les entreprises marocaines sponsorisent des manifestations sportives, artistiques ou scientifiques et culturelles. Et ils financent également la création de fondations qui sont dédiées à la promotion des actions de mécénat. Et c'est là où on leur réserve ce qu'on appelle un avantage fiscal, que les frais engagés dans le cadre du sponsoring sont considérés comme des prestations de nature commerciale, ouvrant droit à la déduction d'impôts sans aucune restriction. Maintenant, toutes les dépenses afférentes, à des opérations de mécénat sont, elles, assimilées selon le régime fiscal marocain à des dons, dont la déduction est soumise aux conditions suivantes. Être destiné aux entités autorisées à recevoir des dons et plafonner à 2 pour 1000 du chiffre d'affaires les subventions au profit des œuvres sociales des entreprises publiques et privées. J'espère, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, grâce à cette séance, avoir pu faire un tour d'horizon et répondu avec la plus grande sincérité et la plus grande transparence à vos questions. Nous aborderons, Inch'Allah, la semaine prochaine, le qui, le quoi, le quand et le comment d'une campagne publicitaire, et nous parlerons également,
pour faire plaisir à un certain nombre d'internautes de comment nous pouvons gérer un team building. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, أيها الحضور الكريم، أشكركم على الحضور وأتمنى لكم ولذويكم الخير والبركات، وأضرب لكم الموعد إن شاء الله يوم السبت المقبل على نفس الساعة وفي نفس الموعد. على هذا نودعكم، وعلى أمل اللقاء بكم. أتمنى وأرجو لكم أسعد وأطيب الأوقات. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de votre attention. Merci d'avoir été en direct et en live sur la page Facebook Qraya Fdar. Avec vous, c'est Mohamed Sri, ingénieur conseiller, maître de conférence, managing director d'Artemis et executive master coach, développement personnel et holistique. À la prochaine. Merci.